Je vais essayer de vous faire travailler un petit peu dans votre classroom. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut organiser le classroom afin que justement, on parlait tantôt qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'absentent, ça devient difficile de gérer tout ça. Donc, comment est-ce que si on organise bien notre classroom, on n'est pas autant à faire de courriels individuels aux élèves, tout ça, parce que tout va être au même endroit. Les élèves vont être capables de se repérer facilement, autant que ça qu'on soit au primaire ou au secondaire. C'est sûr qu'au secondaire, et des fois, on peut communiquer avec eux par courriel, mais au primaire, c'est pas toujours évident. Donc, si tout est bien organisé dans notre classroom, ça devrait bien aller. Ceux qui ont un deuxième écran ou un deuxième appareil, vous pouvez aussi suivre dans votre classroom à côté parce qu'il y a des petites interventions des fois que je vais vous demander de faire ou juste de regarder si vous l'avez fait ou pas dans votre classroom. Évidemment, là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de rendre ça le plus clair possible pour l'élève, le mieux organisé pour que ça soit facile de se repérer. Donc, c'est pour ça que le titre, c'était organiser l'environnement numérique d'apprentissage de l'élève afin qu'il puisse suivre même s'il est à distance. Donc, les 3 petites choses qu'on va voir, pendant la rencontre, donc pendant l'heure et quart qui suit, ça va être de survoler le Google Classroom et ses particularités du côté de l'enseignant, donc ce que l'enseignant voit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir ce qui se passe dans le classroom d'un élève. Donc, il y en a des fois là, qui ont peut-être des enfants qui ont des cours avec Classroom, donc ils voient tout ça. Il y en a peut-être qui ont regardé Classroom de leurs élèves. Il y en a peut-être qui ne savent pas exactement ce qu'on voit de leur côté. Donc, on va regarder les 2 dimensions aujourd'hui. Et la troisième chose qui va être peut-être intéressant pour vous, ce serait certaines astuces peut-être que vous connaissez déjà, mais vous n'avez pas appliquées ou peut-être qui vont être nouvelles pour vous pour améliorer l'efficacité de son classroom. Donc, la première astuce, c'en est une qui n'est pas super compliquée, mais qui est vraiment importante, c'est de bien nommer son cours. Le cours doit être facilement repérable par l'élève et par l'enseignant aussi, parce que ceux du secondaire, surtout, vos élèves ont plusieurs enseignants, donc plusieurs cours dans le classroom, et vous avez plusieurs groupes aussi. Donc, si on ne les nomme pas bien, ça peut être plus difficile de se repérer. Et il ne faut pas oublier, justement, là, que vos élèves ont sûrement plus d'un cours dans le classroom. Et si on imagine que les profs nomment pas bien leurs cours, mais ça pourrait donner un classroom comme celui-là. Donc, l'élève au secondaire qui fait partie du groupe 103, si ses enseignants l'appellent tout groupe 103, ben, à un moment donné, il va être plus difficile pour lui de se repérer. Est-ce que c'est le cours de français, de maths? C'est sûr que le nom du prof est toujours écrit en plus petit, mais ça peut devenir euh, confus pour lui. J'ai vu là, dans différents classrooms qui m'ont été partagés ou des classrooms de mes enfants qu'il y a certains groupes qui sont nommés justement comme ça, avec le numéro du groupe, mais on a oublié de dire si c'était français, mathématiques, sciences ou peu importe. Donc, juste de faire attention au nom que vous donnez à votre groupe. Donc, si on regarde un peu ici, là, c'est évidemment là, des cours fictifs que j'ai fait de mon côté. C'est un classroom du côté de l'élève. Donc, quand l'élève entre dans son classroom, ça se peut qu'il y ait juste une classe. Au primaire, des fois, si c'est juste le titulaire de classe qui a créé un classroom, il va juste en avoir un. Mais ça se peut qu'il en voit plusieurs aussi. Donc ici, on voit que l'élève a 4 différents cours et celui qu'on va travailler le plus aujourd'hui, ça va être le cours qui s'appelle le cours test parce que c'est dans lui que j'ai vraiment mis plus d'importance dans ce que j'ai mis dans les travaux. Donc, on voit d'un premier coup d'œil qu'il y a différentes manières de voir tout ça. Donc, on peut mettre des bitmojis, il y en a, s'ils ne mettent rien, il va avoir juste un visage vide. Oui, François? Donc, si on revient au classroom de l'élève, donc on voit dans le cours d'anglais, on a simplement le cours d'anglais, on n'a pas de particularité ici à l'intérieur. Par contre, si on va dans les autres, il y a des dates limites pour des travaux. Ça peut être pour. Puis aussi, s'il y a des travaux qui sont en retard, ça va être indiqué aussi. Donc, je sais que souvent, vous indiquez à l'élève à travers le flux un travail à remettre telle date, un travail à remettre telle date, mais l'élève a déjà cette information-là dans son classroom. Donc, on peut faire un rappel, mais il est inutile peut-être de le redire 3, 4 fois, ce rappel-là au courant de la semaine, parce que l'élève à l'accueil ici va l'avoir et un autre endroit aussi que je vais vous montrer tantôt. Donc, à travers le flux aussi, il va pouvoir le voir dans une partie qui est considérée pour les travaux. Donc, ça, c'est des informations qu'il va recevoir de son côté puis qu'il est capable de voir très facilement. Donc, autant au niveau du primaire que du secondaire, on peut habituer les élèves à regarder ces informations-là. Mais évidemment, si on n'a pas donné de date à nos travaux, il n'y a rien qui apparaîtrait ici là, pour l'élève. Donc, avant d'aller plus loin, juste
faire peut-être un petit coup d'œil ou si vous connaissez déjà peut-être par cœur vos classrooms, juste voir est-ce que vos classrooms sont bien nommés. Évidemment aussi, si le nom de votre classe, de votre cours dans Classroom est trop long, mais l'élève en voit juste une petite partie. Donc, pour le secondaire, ce serait important peut-être d'écrire la matière et le numéro du groupe, parce que pour l'élève, la matière est importante, pour vous, le numéro du groupe est important, et de vérifier ces petites choses-là. Si vous n'avez pas mis d'image qui vous représente ou d'image qui peut capter l'attention des élèves, c'est peut-être quelque chose aussi que vous pourriez faire. Je peux vous montrer tantôt comment faire si jamais il nous reste du temps, parce que l'élève, ça va encore une fois être plus rapide pour lui pour le trouver. On peut se dire des fois au secondaire, c'est facile, les élèves vont le lire, vont le voir, mais il ne faut pas oublier qu'on a certains élèves des fois qui ont des particularités qui font en sorte que c'est plus difficile pour eux de se repérer. Donc, plus on met des choses significatives pour lui, plus ça va être facile de se retrouver dans tout ça. Une autre façon aussi pour l'élève de voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc là, on voit certaines choses, mais c'est sûr que des fois, il n'y a peut-être pas tout décrit. L'élève peut cliquer sur « À faire » et à ce moment-là, il va voir, ça c'est peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu du côté de vos élèves, il peut avoir accès à tous les travaux qui sont encore une fois indiqués avec une date. Donc, il peut y aller par toutes les classes, donc ils vont les avoir une à la suite de l'autre. Donc, qu'est-ce que tu as à faire cette semaine, la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de fait qui est manquant? Donc, on peut aller voir qu'est-ce qui est manquant, qu'est-ce qui est terminé. Et on pourrait aussi choisir par classe, donc par cours plutôt. Donc, l'élève pourrait choisir juste un cours et dire qu'est-ce qu'il me reste à faire en français cette semaine. Donc, il pourrait regarder ces choses-là. Donc, pour un élève qui est à la maison, de voir ces petites choses-là, ça pourrait être quelque chose qui va bien l'encadrer dans les tâches qu'il a à faire, à remettre et peut-être se faire un horaire de son côté. Parce que c'est sûr que si c'est des choses qu'il est à remettre la semaine d'après, il va peut-être attendre un petit peu, sachant que peut-être le vendredi, il retourne à l'école et peut avoir des informations supplémentaires par rapport à ça. Du côté de l'enseignant, quand vous êtes dans le flux, vous aussi, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce que vos élèves ont à remettre, qu'est-ce qui est remis, qu'est-ce que vous avez à corriger. Donc, en dessous du lien Meet, le code du cours, vous avez ce qui est à venir et vous avez les dates limites pour tout ça. Vous allez être capable, après ça, quand vous faites tout afficher, vous allez voir la liste de tout ça et vous pouvez regarder à l'intérieur. Si vous avez plusieurs cours, vous pouvez aller d'un cours à l'autre ou encore une fois, tous les cours et vous avez accès à ce qui a été remis, ce qui a été attribué, ce qui a été rendu, noté, etc. Donc, ça peut vous donner un aperçu de tous vos cours pour donner peut-être une priorité dans ce que vous avez à corriger ou regarder un peu rapidement, OK, il y a 3 élèves qui ne m'ont pas remis tel travail, je vais aller faire un petit coup d'œil de leur côté. Donc, c'est une vue d'ensemble qui vous empêche d'être obligé d'ouvrir chacun de vos classrooms, chacun de vos devoirs pour aller voir qui l'a remis, qui ne l'a pas remis. Et là, on peut faire un tri dans tout ça. Donc, tantôt, je vous ai dit, si on veut que ça apparaisse comme une tâche à remettre à une telle date, il faut absolument donner une date au travail. Donc, je crois que c'est quelque chose que vous êtes habitué de faire, mais c'est juste un rappel au cas où il y en aurait qui ne seraient pas au courant ou il aurait oublié comment faire. Donc, quand on fait un devoir, évidemment, on peut mettre une date. C'est à noter, par contre, que le travail à la date prévue ne bloque pas, donc l'élève pourrait quand même continuer de le remettre par la suite. Ça va simplement vous indiquer que le travail a été remis, mais en retard. À chaque fois, si vous n'avez pas changé vos notifications, à chaque fois qu'un devoir est remis en retard, vous allez avoir la notification par courriel. Donc, je vous laisse un petit 2 minutes si jamais vous n'avez jamais exploré la section que je vous disais tantôt là, dans le flux. Donc, si vous regardez dans le flux à gauche, la section des travaux, si vous n'avez jamais regardé cet onglet-là, je vous laisse un petit 2 minutes pour regarder tout ça. Donc, ceux qui sont habitués de mettre des dates limites puis tout ça, probablement plus au secondaire, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait apporter de plus au primaire, justement, là, pour encadrer là, avec les jeunes qui sont en classe, qui ne sont pas en classe, pour aussi vous remettre en tête qu'il y a des dates à certaines. C'est des petites choses, peut-être pas pour remettre tout en même temps non plus. Pour l'élève qui a plusieurs cours, ça peut mieux l'organiser parce que là, l'élève peut avoir, même au primaire, il pourrait avoir, si jamais il y a des spécialistes qui incluent les élèves dans les classrooms, tout ça, là, ça pourrait être une autre façon aussi pour eux de continuer à se garder à jour parce qu'en art plastique, en éducation physique, il y a des choses qui peuvent être faites aussi à la maison si jamais les élèves ne sont pas là. La deuxième astuce,
c'est au niveau du flux. Donc, utiliser le flux à bon escient, de faire attention parce que trop, mais c'est comme pas assez. Donc, le flux, ça a tendance à être le ramassis de beaucoup de choses. Je sais quand l'année passée, cette année, je pense qu'il y a eu une grande amélioration au niveau d'utilisation de Classroom, surtout, moi j'ai vu surtout au secondaire, parce qu'au début, là, le flux était beaucoup, beaucoup utilisé. Les élèves écrivaient des commentaires, les profs aussi. À un moment donné, on se perd dans tout ça. Donc, le flux, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut que là-dedans, on ait vraiment ce qui est important. Il faut penser, est-ce qu'on laisse le droit aux élèves de répondre, d'écrire ou non dans le flux? Au primaire, souvent, le flux est bloqué pour les élèves. Au secondaire, bien, ça dépend. Vous pouvez aussi, si jamais il y a des élèves qui font des choses inappropriées, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez bloquer le flux pour certains élèves quand vous allez au niveau des participants. Là, vous pouvez leur enlever certains droits. Donc, le flux, ce qu'on disait tantôt, l'élève va le voir comme vous le voyez aussi. Encore une fois, les travaux qui sont à remettre, ils peuvent tout afficher et voir la liste des travaux à venir pour, aussitôt qu'un travail qui a une date, le travail se rajoute là. Donc, c'est une autre façon pour lui de suivre tout ce qu'il y a à faire. Donc, le flux sert à communiquer un message aux élèves. Vous avez un message important à donner aux élèves, puis vous ne voulez pas le mettre dans la section des devoirs, donc vous pouvez écrire le message ici. Donc là, ce qui peut être intéressant pour la période qu'on vit en ce moment, où on a des élèves ici, des élèves qui sont à la maison. Donc, on peut j'ai remarqué que dans la classe d'Andrea, elle écrivait un petit message. Aujourd'hui, on fait telle chose. Si vous avez des questions, on se reparle à la fin de la journée. Donc, ça peut être une façon de le faire. On peut l'indiquer là ou on peut aussi l'indiquer dans un horaire que je vais vous montrer tantôt. Donc, message important, mais ça ne devient pas ici. Ça ne devrait pas être un endroit où les élèves vont vous répondre nécessairement parce que là, n'oubliez pas que c'est chronologique. Le premier message qui est donné, bien, les autres vont s'empiler par-dessus. Donc, si les élèves vous répondent plein de choses, bien, le message initial, bien, il est rendu très bas. Donc, de faire attention à cette petite chose-là. Quand vous envoyez un devoir, bien, automatiquement, dans le flux, on va envoyer une copie. Vous avez reçu un nouveau devoir, puis un aperçu du devoir. Donc, là aussi, si on a beaucoup de devoirs dans une journée, puis qu'on écrit un message important, bien, ça se peut que le message se soit perdu dans la liste du flux. Ce qui est écrit dans le flux va être envoyé aux parents ou aux tuteurs légaux en résumé, soit par jour ou par semaine. Je vais vous montrer un petit peu tantôt là, ce que les parents peuvent recevoir s'ils ont accepté, évidemment, de recevoir les messages et si vous les avez inscrits. OK. Il y a 2 façons que tu peux faire. On peut, inciter le parent à aller voir dans le classroom de l'enfant ou on peut, je vais le montrer tantôt là, on peut aller rajouter le tuteur légal. Quand on va dans la liste des participants, on peut joindre le courriel du parent et là, il peut accepter, mais comme j'ai dit tantôt, ça se peut aussi qu'il refuse de recevoir le résumé et là, le résumé, il peut choisir par jour ou par semaine et à ce moment-là, il va recevoir tout ce qui est écrit dans le flux. Donc, ce qui est écrit dans le flux et en même temps aussi les devoirs qui sont à remettre. Donc, ça le met au courant de ce qui est à faire. Par contre, s'il veut voir ce que son enfant a fait, il faut absolument qu'il aille dans le classroom de son enfant parce que les travaux ne paraissent pas dans le flux. Ce qu'on met dans le flux, malheureusement, on ne peut pas le réorganiser. Ce qu'on met dans la section des devoirs et les leçons, des leçons, plutôt juste les devoirs, on peut bouger les choses. Tandis que dans le flux, comme je disais tantôt, c'est chronologique. Donc, ce qui est le premier élément qui a été donné se retrouve dans le fond et là, le reste s'empile. L'élève va recevoir une notification par courriel Outlook quand il va recevoir un nouveau message du flux. C'est ça pour le secondaire, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour le primaire, je crois que la plupart des endroits n'ont pas vraiment activé le courriel Outlook avec leurs élèves. Donc, ce n'est pas nécessairement là, un avantage de ce côté-là. Et ce que j'essaie de dire là, quand je rencontre les enseignants pour parler de Classroom, c'est que le flux ne devrait jamais être l'endroit pour envoyer un devoir. Les devoirs, les travaux, ce que les élèves ont à remettre devrait toujours passer par la section des devoirs. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de le retrouver parce que là, quand vous allez dans la section devoirs, vous cliquez sur le devoir, vous avez l'aperçu de tous vos élèves et leurs travaux. Tandis que si tu envoies des choses dans le flux, mais là, c'est plus difficile. Une copie par élève ne peut pas se faire nécessairement. Donc, c'est mieux de passer toujours par section devoirs pour envoyer des choses que vous voulez que les élèves écrivent dedans ou que vous remettent.
Donc, quand on va dans la section, je vais juste montrer quelque chose avant. Donc, s'il y en a qui n'ont jamais invité les tuteurs légaux ou qui seraient intéressés de le faire, donc dans participants, quand vous allez au bout pour vos élèves, vous pouvez rajouter, je pense que lui, il est déjà invité. Je vais venir ici parce qu'il n'est pas invité. Donc, je pourrais inviter un représentant légal. Donc, je pourrais inviter ici. Je peux aussi, si le parent est déjà là, je peux envoyer un email directement aux parents. Donc, oui, je peux passer par Mosaic, je peux passer par le courriel d'Outlook, mais je pourrais directement envoyer un message ici ou je pourrais même envoyer un message à tous les parents en même temps. Une fois que ça c'est fait, le parent va recevoir un courriel et c'est ici qu'il peut choisir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut recevoir un résumé chaque jour? Donc, moi, pour un de mes enfants, j'ai choisi ça parce qu'il est plus tête folle puis il oublie des choses. Tandis que pour mon autre fils qui est plus autonome, je vais aller plus du côté à la fin de la semaine. Mais c'est sûr que si je demande le résumé à la fin de la semaine, puis qu'il y avait un devoir à remettre le mercredi, ben, je vais le savoir en retard. Donc, le parent, ça dépend ce qu'il veut avoir exactement. S'il veut surveiller son enfant, il veut être capable de l'accompagner, c'est peut-être mieux de le faire à chaque jour. Mais le parent peut aussi dire, ben moi, j'en veux pas de résumé. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'on a invité un tuteur légal qui a accepté notre invitation, ben, qu'il va recevoir les informations puis savoir que son enfant a des choses à remettre ou des travaux en retard ou peu importe. Donc, c'est juste une petite capsule que je voulais vous montrer ici. Et en même temps, je peux vous montrer un peu ce qu'un résumé de tout ça peut avoir l'air. Et là, l'élève, aussitôt, si je ne me trompe pas, aussitôt que c'est accepté pour un cours, tous les autres cours de cet élève-là, automatiquement, le parent va recevoir des résumés. Donc, si j'ai évidemment là, un élève fictif avec un parent fictif de plusieurs cours, donc on voit au début qu'est-ce qui est à remettre dans les prochains jours avec les dates, donc les différents travaux qui s'en viennent. Et après ça, on a un résumé de ce que chacun des profs a écrit dans le flux. Donc, c'est sûr que si vous écrivez des gros messages, bien, le parent va recevoir ces messages-là aussi. Donc là, on voit que pour cet élève-là, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Donc, le parent est au courant de ce qui s'est fait dans la classe ou de ce qui s'en vient aussi, des informations qui sont importantes, des travaux qui sont à remettre. Peu importe la manière que tu vas choisir, lui va le recevoir par courriel. Fait que ça ne dérange pas vraiment. Tu prends la manière que tu es le plus à l'aise parce que c'est juste toi, tu prends un différent moyen de te rendre, mais lui va toujours le recevoir à la même place. D'accord. Fait que pas juste avec la place. Si tu communiques par Classroom, quand lui va te répondre, tu vas le recevoir par courriel. Fait que ça ne dérange pas grand-chose. Donc, l'astuce numéro 3, puis c'est là qu'on va plus s'attarder, c'est la section devoirs. Donc, partager aux élèves le plan de cours de la semaine ou du cycle, ce serait quelque chose de vraiment, vraiment important. Si vous ne planifiez pas ou si des fois, vous n'êtes pas sûr, parce que ça se peut que d'un cours à l'autre, tout dépendant où on est rendu, ça modifie un peu, mais on pourrait quand même y aller par jour, mais ça serait important que l'élève sache exactement ce qui est fait. Autant ce qui est fait au numérique que ce qui est fait de niveau papier. Parce que les élèves, normalement, là, s'ils sont bien encadrés puis qu'ils savent, puis qu'ils ont leur matériel à la maison, parce qu'il y en a des fois, ils vont savoir, OK, là, je me sens pas bien, là, ça se peut que peut-être demain, je serai pas là, je vais emmener mon livre de mathématiques parce que ça se peut que j'en ai besoin. Ou il y en a aussi qui ont des volumes numériques également qu'ils peuvent utiliser. Donc, si vous écrivez les numéros de page qu'ils ont besoin de faire, c'est pas grave que l'élève qui est à l'école voit que telle page à telle page va être fait. C'est juste un rappel pour eux de toute façon. Donc, c'est pas, ça ne dérange pas grand-chose dans leur journée. Mais pour l'élève qui est à la maison, de savoir qu'il n'est pas à l'école aujourd'hui, mais qu'il y a telle page à telle page, je peux les faire. Mais s'il revient le lendemain parce que c'était juste une absence d'une journée, il n'aura pas manqué sa journée. Mais s'il est absent pour plusieurs jours, ben ça peut être quelque chose qui peut être gagnant pour lui. On va voir aussi tantôt s'il y en a qui ne savent pas que votre élève, mais si jamais il a travaillé sur des feuilles et qu'il veut vous envoyer ce qu'il a fait pour que vous puissiez le corriger, bien, il peut dans Classroom prendre des photos de son travail puis le remettre. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi là, pour être capable de suivre ce qui est fait à distance. Mais évidemment, si on privilégie les activités qui permettent de suivre le travail à distance, donc les travaux qui sont au numérique, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'apporter des rétroactions aux travaux des élèves.
tout ce que tu envoies aux élèves va passer par la section des devoirs. Là, à ce moment, après ça, si c'est des choses que les élèves n'ont pas nécessairement besoin de remettre ou de travailler à l'intérieur, par exemple, si tu envoies des jeux et tout ça, tu peux faire, là, j'ai pas le mot qui me vient en tête, là, on peut le regarder tantôt, mais au lieu de créer un devoir, on peut créer une publication. Donc, la publication, ça peut être si tu leur envoies un texte, mais qui n'ont pas besoin de rien souligner dans le texte, si tu envoies des jeux, à ce moment-là, tu peux passer comme ça. Mais si tu crées un devoir, puis tout ça, il n'y a pas de problème quand même, ça ne dérange pas. Il y a des élèves qui vont jouer avec ça, puis vont dire qu'ils ont terminé leur devoir, ou d'autres qui ne le termineront pas, mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est que si tu leur donnes quelque chose dans laquelle ils doivent écrire, il faut absolument passer par devoir, sinon tu ne pourras pas joindre par exemple, de Google Docs. Donc, si tu veux éviter cette partie-là d'élèves qui marquent remis, non remis ou des choses comme ça, à ce moment-là, quand tu vas dans créer, c'est ta documentation aussi. Ah, juste ça là, OK. Documentation, tu peux mettre ton matou pas descendu la file. Moi, le devoir, je savais comment. Here we go. OK, merci Mélanie. Donc, ça ici, c'est un horaire que j'ai préparé. Vous l'avez peut-être vu passer là, dans les publications qui ont été envoyées par courriel dernièrement. Donc, il y a un des articles sur le site web du Récit, justement, qui parle de bien présenter à l'élève ce qu'il y a à faire. Donc, souvent, au primaire, on a quand même bien un horaire de préparer pour nos élèves. Il y en a qui font des plans de travail aussi. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. Ça donne une bonne idée à l'élève ce qu'il veut en classe. Et là, on peut voir un peu, OK, qu'est-ce qui peut être fait à la maison? C'est sûr qu'il y a des choses que si le prof n'est pas là, surtout pour les plus petits, bien, c'est difficile de le faire. Si le prof fait une lecture à l'oral, mais si l'élève n'est pas en visio en même temps, bien, ça ne sera pas possible de répondre aux questions de cette lecture-là. Par contre, il y a des choses qui peuvent très bien se faire si les choses sont dans justement le classroom. Donc, on va regarder des petites choses comme ça. Puis si, une petite astuce peut-être que vous ne connaissez pas, quand on va dans les Google Docs, on peut créer des listes à cocher. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai créé mon horaire. Donc, une petite vidéo qui vous montre comment faire, là, mais c'est vraiment pas difficile. Donc, vous avez à écrire vos petites tâches à faire. Ça peut être des choses aussi, comme là, je l'ai mis juste lundi comme ça, donc on n'est pas obligé de faire un tableau. Ça pourrait être une journée un en dessous de l'autre. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre les petites cases qui sont ici. Donc, on choisit les cases et là, l'enfant à la maison peut cocher ou l'élève en salle de classe aussi peut cocher et ça va rayer automatiquement ce qu'il va avoir coché. Donc, de cette manière-là, si vous avez envoyé le document une copie par élève, vous êtes capable de voir où chacun est rendu. Donc, ça peut être une petite façon aussi là, de travailler avec ça. Donc, ça peut être un tableau qui regroupe tout ça. Pour les enseignants du secondaire, je sais que des fois, là, il y en a qui ont une planification sur, là, vous autres, sur 10 jours ou sur 20 jours ou peu importe. Donc, ça se peut peut-être que vous ayez une planification qui est déjà faite pour les élèves, que vous pourriez leur envoyer aussi de façon numérique. Non, il n'y a pas d'onglet. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai juste mis complètement dans les premières activités là, en haut, où il pourrait avoir une section qui s'appellerait horaire de la semaine. Donc, non, il n'y a pas de section qui s'appelle comme ça dans Classroom. Vous le mettez un peu comme une publication à ce moment-là. Comme dans le flux, on met ça Tu pourrais le mettre dans le flux ou tu pourrais le mettre. Donc, moi, ce que j'ai fait, là, je l'ai juste mis ici dans la section devoirs. Je l'ai laissé le premier lien qui est en haut. Fait que l'élève, c'est toujours d'aller voir là. Moi, je l'ai affiché comme devoir parce que je l'ai remis en une copie par élève pour qu'il soit capable d'aller cocher à l'intérieur. Si vous remettez juste un PDF ou quelque chose comme ça, ben à ce moment-là, ça peut juste être une documentation. Donc, c'est sûr que si vous planifiez la semaine pour l'élève, vous lui envoyez un horaire qui est bien compartimenté, mais il faut que ce que vous mettez dans Classroom aille en lien avec tout ça. Donc, moi, ce que je vous propose, je sais qu'on a des belles sections, surtout en français, grammaire, lecture, des choses comme ça. En mathématiques, c'est peut-être par thème aussi. Mais nos élèves, s'ils ne sont pas là pendant la semaine puis qu'ils ont à regarder dans 5-6 onglets différents, ça va peut-être venir difficile pour eux de se retrouver. Donc, moi, depuis que le COVID est arrivé, bien, j'avais changé ma façon de fonctionner puis j'avais commencé à faire ça par semaine. Ou même au primaire, ça pourrait peut-être être par jour si vous avez beaucoup, beaucoup de choses à donner. De cette façon-là, l'élève va se repérer beaucoup plus facilement.
C'est pas parce qu'un élève est en secondaire 4 ou 5 que c'est facile pour lui de se repérer dans tout ça. On sait que des fois, juste gérer un horaire, c'est compliqué. Donc, s'il y a à regarder dans plein d'onglets différents, ça peut être difficile. À moins de décider de donner dans le titre du cours, en plus, la date pour qu'il puisse se retrouver, mais je pense que ça peut être difficile quand même. Donc, peut-être ça va être de modifier un peu votre façon de faire dans votre classroom jusqu'à temps qu'on revienne un peu plus à la normale. Donc, ça se peut qu'on ait à changer un petit peu notre façon de faire. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que dans Classroom, on est capable de programmer des devoirs. Donc là, si notre semaine est bien organisée, si on sait exactement où on s'en va, on a nos activités toutes de prêtes, mais on peut les programmer pour qu'ils soient envoyés aux élèves à la bonne journée. Comme ça, si jamais, de votre côté aussi, il se passe des choses, que votre enfant ou que vous-même, vous ayez des symptômes COVID, vous soyez pris à la maison, bien, les choses sont déjà prêtes à être envoyées ou les élèves vont les recevoir automatiquement. Donc, de cette façon-là, là, ça peut peut-être être quelque chose qui est plus facile. Comme ça, le suppléant en classe peut s'organiser ou l'élève à la maison va recevoir ces choses aussi. Si vous mettez des dates limites aussi, n'oubliez pas que l'élève va être notifié dans son classroom dans la section à venir. Donc, ça peut lui donner une bonne idée de ce qui lui reste à gérer. Il y a des choses qu'on fait directement dans la classe, on le remet pendant la journée, pas de problème, mais c'est plus pour les choses qu'on doit remettre un peu plus tard. Par exemple, une présentation orale ou un devoir spécifique. Puisque je disais tantôt, là, dans les circonstances du moment, mais peut-être de faire des thèmes par semaine au lieu de le faire par champ d'expertise ou peu importe, là, ça peut être peut-être aidant pour les élèves. Quand on va, il faut que j'en trouve un qui est programmé ici. Donc, toujours quand on va pour modifier notre devoir, il est programmé pour cette date-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est on pèse sur le X, puis à ce moment-là, on peut le programmer pour une nouvelle date. Donc, sachant que pour développer leurs compétences, certains élèves ont besoin de voir, d'autres ont besoin d'écouter, d'autres ont besoin d'être actifs, puis il y en a qui ont besoin d'un mélange de tout ça. Mais il faut tenir ça en tête quand on fait la création de nos devoirs, quand on planifie notre horaire pour la semaine. Là, c'est sûr que si on est en classe, il y a des élèves qui sont en classe, il y en a qui sont à la maison. C'est pas comme quand on fait de l'enseignement complètement à distance. Donc, des fois, on a peut-être tendance à vouloir retourner un peu plus dans notre manière traditionnelle d'enseigner. C'est pas toujours facile de penser à tout ça. Ça demande du temps aussi de le faire, mais il faut garder en tête que si on fonctionne en pensant tout le temps qu'il y a peut-être des jeunes à la maison, mais que quand va arriver le temps d'avoir des traces d'apprentissage, qu'on va devoir faire des bulletins, bien, ça va être beaucoup plus facile de ce côté-là. Donc, notre temps qu'on va avoir investi, bien, il va être rentable à un moment donné. Donc, c'est juste de voir là, où on veut mettre nos énergies. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tantôt dans les thèmes, puis aussi dans les différents devoirs, j'ai utilisé des emojis. Donc, les emojis, je vais vous le montrer après, là, pour ceux qui ne savent pas comment faire, ça va dans les prochaines diapositives. Donc, les emojis peuvent aider aussi aux élèves à se repérer plus facilement. Quand on passe aux élèves du primaire, aux élèves en difficulté d'apprentissage, d'avoir certaines images, ça peut les aider à se repérer beaucoup plus facilement. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une constance dans ce qu'on choisit. Donc, si on prend le cours de français, par exemple, bien, à chaque fois qu'on utilise une activité en lecture, peut-être, mais on pourrait mettre toujours le même petit livre à la même couleur. Parce que si on varie d'une image à l'autre, d'une couleur à l'autre, mais l'élève, il n'y aura plus vraiment une référence. En mathématiques, puis il y a certaines choses aussi qu'on pourrait utiliser, que ce soit en géométrie, qu'on soit en peu importe, là, qu'on soit on est en train de faire des graphiques, bien, il y a des petits emojis aussi qu'on peut aller chercher pour rendre ça plus attrayant, mais aussi plus facile pour l'élève de se repérer. C'est sûr qu'aussi, quand on fait un devoir, on a tendance souvent à juste mettre les pièces jointes. Mais il faut garder en tête que si on a des élèves à la maison, puis qui n'ont pas les consignes pour aller avec le travail qui est donné, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Donc, peut-être de prendre un petit 2 minutes supplémentaires pour écrire des consignes claires pour que les élèves absents puissent avoir accès aux consignes, mais en même temps, ça ne fait pas tort à nos élèves qui sont en classe, qui ont peut-être besoin d'un petit rappel ou qui n'étaient pas attentifs quand on était en train de tout présenter ça en classe. Les consignes peuvent aussi être données sous format audio.
Donc, je vais vous donner quelques liens tantôt pour aller chercher là, des façons faciles d'enregistrer sa voix puis de mettre ça dans le classroom de l'élève. Donc, une fois qu'on a les extensions installées, là, ça prend juste le temps de s'enregistrer. On a le lien, on le rajoute dans le classroom de l'élève. Vous pouvez aussi partager des vidéos, donc des vidéos que vous autres, vous avez peut-être créées pour certaines notions, ou il y a une panoplie de vidéos qui existent déjà en éducation que vous pouvez aller chercher sur YouTube ou sur d'autres sites web aussi. On peut rajouter des lectures audio. Comme on disait tantôt, là, ça se peut que le prof fasse une lecture en classe, mais si jamais vous avez un petit 5 minutes, ou peut-être qu'elle existe déjà, cette lecture-là en ligne, de le rajouter pour les élèves qui ne seraient pas à l'école. On peut partager plein de types de documents, on peut envoyer des sites web aux élèves, toujours là, en gardant en tête que peut-être que l'élève qui n'est pas en classe a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour être capable de faire la tâche. Mais encore une fois, il faut faire attention, trop, c'est comme pas assez. Donc, si on met 10 liens qui veulent dire la même chose, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Joindre des documents de travail qui sont natifs de Google, donc Google Docs, Google Slides, Google Jamboard, va vous permettre de suivre le travail en direct de l'élève. Évitez d'envoyer des documents Office, donc documents Word ou PowerPoint, si vous voulez que les élèves écrivent à l'intérieur de tout ça. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que quand l'élève reçoit un document Word et qu'il doit écrire à l'intérieur, il doit le transformer en Google Doc. Et là, ça se peut que quand on le transforme, que vous n'ayez plus accès à ce qu'il est en train de faire. Donc, lui va devoir le rajouter à son devoir. Donc, s'il y a des élèves qui ne font pas ces petites étapes-là, bien, vous n'aurez pas accès à ce qu'il est en train de faire. Donc, Word, c'est l'équivalent Google Doc. Donc, vous créez le Google Doc avec le petit plus là, dans votre devoir. Le Google Doc va être créé, puis ça va être rapide. Et un autre outil qui est super intéressant, puis on va avoir justement un petit atelier sur Google Questionnaire la semaine prochaine, si jamais ça vous tente d'être là. Donc, Google Questionnaire va vous permettre aussi de faire un portrait rapide de la compréhension du groupe. Donc, au lieu d'envoyer 10 questions dans un Google Doc où ils doivent écrire leurs réponses, quand c'est quelque chose d'assez simple, on peut le faire sous forme d'un questionnaire. Puis de cette façon-là, au lieu d'avoir à ouvrir vos 20 documents, vous allez ouvrir seulement un document, vous allez avoir les réponses de tout le monde au même endroit. Donc, ça peut être un petit quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui ne l'ont jamais essayé ou ceux qui savent comment faire, mais qui ont peut-être oublié que c'était un outil qu'ils pouvaient utiliser. Donc, juste une petite parenthèse si ça vous tente la semaine prochaine. Quand tu reçois un document qui ne t'appartient pas, donc, ça veut dire qu'il était en lecture seule. À ce moment-là, comme là, si vous êtes en train de regarder mon document de présentation, c'est en lecture seule parce que je ne veux pas que vous écriviez dans mon original. Si toi ou tes élèves, vous me demandez l'autorisation pour être dans mon document puis que je l'accepte, à ce moment-là, vous êtes dans mon document. Donc, tout ce que vous faites, moi, je peux le voir puis vous pouvez effacer les choses que moi, j'ai mis. Donc, à ce moment-là, si jamais tu veux le réutiliser puis que les élèves ont besoin d'écrire à l'intérieur, parce que si c'est juste pour le consulter, pour le regarder puis tout ça, lecture seule, ce n'est pas un problème. Par contre, si tu veux qu'ils écrivent à l'intérieur, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de te faire une copie du document. Donc, quand tu vas dans Fichier, créer une copie, à ce moment-là, ça va faire une copie dans ton Drive, puis tu vas pouvoir l'envoyer à tes élèves parce que là, il t'appartient. Donc, juste un petit exemple ici d'un devoir qu'on peut préparer dans Classroom pour les élèves. Donc, on lui met un titre qui est significatif pour que l'élève puisse le retrouver. On peut rajouter des emojis. Donc, là, ici, on sait que c'est un travail de lecture. Donc, sans que l'élève ait à ouvrir sa tâche, il sait déjà que ça va être une tâche de lecture. On peut lui donner des consignes. On peut lui mettre des différentes pièces jointes. Donc, ici, on a 2 audios. L'élève va avoir à écouter parce qu'il y a déjà le livre entre les mains à la maison ou à l'école. Donc, il y a le livre, il écoute l'audio et ensuite, il va pouvoir répondre à un questionnaire. Donc, c'est sûr que le questionnaire aurait pu être sous format papier, mais l'élève qui n'a pas reçu la feuille ne peut pas y répondre. Ou l'élève qui est à la maison puis qui a répondu sur la feuille, mais le prof ne peut pas voir ses réponses à moins que l'élève y envoie une photo. Donc, si on travaille déjà avec l'info nuagique, donc avec les documents Google, bien, le prof et l'élève vont pouvoir communiquer. Donc, juste pour vous donner un petit peu des petites
les trucs que je vous ai montrés, comment on les applique. Donc, au niveau de créer des emojis dans votre classroom. Donc, si vous voulez l'essayer de votre côté là, pour voir si ça fonctionne, donc on peut faire juste quand vous êtes en train d'écrire soit le titre ou les instructions. Si on fait un clic droit, vous allez avoir le mot emoji qui va apparaître. Vous choisissez ça et là, vous allez avoir accès à plein d'emojis. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas un emoji pour tout ce que vous cherchez, mais vous pouvez aussi faire une recherche Google sur différents emojis et copier-coller, puis ça fonctionne. Donc, ça peut être quelque chose là, qui peut rajouter un petit plus à votre classroom pour le mettre un peu plus joli et peut-être un peu plus pratique. Donc, c'était la première capsule. Deuxième chose, je vous disais tantôt, vous pouvez envoyer des commentaires, des consignes audio pour les élèves. Donc, ici, je vous présente différents outils. Le premier, c'est une extension. Ça veut dire que si vous allez sur le site en cliquant sur Mode, c'est une extension que vous allez rajouter à Google et que après ça, dès que vous allez être à un endroit dans Classroom ou dans les outils Google qui vous permet d'enregistrer votre voix, vous allez avoir le petit symbole mauve avec le M à l'intérieur qui va apparaître. Et là, vous pouvez enregistrer directement votre voix. Donc, vous cliquez à cet endroit-là, vous enregistrez et automatiquement, un lien va apparaître à l'endroit où vous avez enregistré. Sauf qu'on est limité à 30 secondes pour cette extension-là. Et j'ai vu passer l'autre jour, mais je n'ai pas été capable de la retrouver, que la version gratuite, éventuellement, vous permettrait juste, je pense, c'est 10 enregistrements par mois. Donc, si vous n'en faites pas tant que ça serait suffisant de votre côté. Il y a une autre application, extension plutôt que vous pouvez installer, c'est Talk and Comment. Celle-ci, là, pour l'instant, elle ne m'apparaît pas, mais quand vous l'installez, elle va apparaître à droite, normalement, de votre écran. Et vous pouvez, n'importe quand, enregistrer en pesant sur le petit bouton bleu. Ça va vous donner un lien, encore une fois, que vous allez faire copier-coller cette fois-ci à l'endroit de votre choix. Donc, ça peut être dans les consignes ou ça pourrait être dans les commentaires que vous faites à l'élève. Et évidemment, si vous avez d'autres sites que vous connaissez pour enregistrer votre voix, bien, vous pouvez l'enregistrer et après ça, vous pouvez le joindre comme pièce jointe là, dans votre devoir de Classroom. Donc, si jamais il y en a qui veulent plus d'informations sur ces petites... J'ai mis des vidéos pour vous l'expliquer, mais si jamais c'est des choses que vous voulez essayer plus tard, soit à la fin de la rencontre aujourd'hui ou on peut se donner aussi un autre rendez-vous là, pour que je vous l'explique plus en détail. Donc, partagez une vidéo qui existe déjà ou créer une vidéo de vous-même. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'on est avec des élèves. On est avec des élèves qui sont peut-être à la maison avec des distractions, peut-être qu'ils ne sont pas non plus à 100% de leur forme. Donc, déjà que l'attention des jeunes n'est pas nécessairement très longue, on conseille de ne pas être plus long que 6 minutes. Donc, si vous avez vraiment quelque chose qui doit être plus long que 6 minutes, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'exceptionnel puis qui va engager l'élève puis qui va être super intéressant. Sinon, bien, on peut s'assurer de, si c'est quelque chose que vous faites vous-même, de faire une petite capsule, puis avoir un petit quelque chose à faire entre les deux, rajouter une autre capsule. Donc, de faire des séquences différentes pour que l'élève, entre chacune des séquences, il y ait un petit quelque chose à faire ou qu'il soit capable de mettre ça de côté puis de revenir plus tard sans avoir à recommencer ou se retrouver dans la vidéo qui dure 20 minutes. Il ne faut pas oublier que nos élèves, déjà que ce n'est pas facile pour eux. Donc, si on leur rajoute un temps d'attention immense, ça se peut que la tâche ne soit pas faite comme on voudrait qu'elle soit faite. Donc, pensez à toutes ces choses-là et c'est vraiment l'essentiel. Si vous filmez vous-même, on ne veut pas avoir une conversation avec les élèves nécessairement au début. Là, oh, bonjour, aujourd'hui il fait beau, puis on s'est rendu à 2 minutes, puis on n'a pas mis rien de notre travail là-dedans. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra faire à part. Donc, si vous voulez vraiment faire une petite capsule avec vos élèves pour savoir comment ils vont, puis pour les engager un peu, puis pour leur dire bonjour, bien, ce serait peut-être une capsule à faire à part. Donc, si on est vraiment dans quelque chose, là, une leçon, de vraiment y aller avec l'essentiel, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment important dans tout ça. S'assurer aussi, si vous faites vos propres vidéos ou si vous choisissez des vidéos sur Internet, parce que des fois, on est pressé, on s'en va, on clique sur YouTube, une certaine notion, on la trouve, on regarde vite fait, là, un petit 10 secondes, OK, c'est beau, je le mets. Bien, ça se peut que cette vidéo-là, le débit ne soit pas nécessairement le meilleur pour vos élèves, soit que c'est trop vite ou trop lent.
Ça se peut aussi qu'on choisisse des vidéos où le registre de langue n'est pas nécessairement adapté à nos élèves. Je pense il y a beaucoup de belles vidéos françaises qui expliquent des belles choses aux élèves. Par contre, on sait qu'il y a peut-être un accent qui peut être difficile à comprendre ou il y a beaucoup de mots, des fois, qui ne sont pas nécessairement utilisés dans le vocabulaire de nos élèves. Donc, de faire attention quand on choisit des vidéos, que ce soit vraiment quelque chose qu'on sait que nos élèves vont comprendre puis qu'ils vont pouvoir faire la tâche qu'on leur a demandé avec ça. Si on enregistre nos propres capsules ou si on prend aussi des capsules qui ont été faites par des profs en ligne, bien, de faire attention que le son aussi il est bon. Parce que des fois, on entend des sons en arrière ou quand on se filme nous-mêmes, ça se peut qu'on ait nos enfants qui parlent en arrière ou la télévision qui est allumée ou dans une classe, ça peut être beaucoup, beaucoup d'écho. Donc, d'avoir peut-être un micro-casque ou d'avoir un micro qui est recommandé pour ces choses-là, bien, ça peut être un plus aussi. C'est sûr que si on a un bon ton, on a un bon son, on a quelque chose d'intéressant, on a plus de chances que nos élèves soient engagés. Et c'est sûr que si on leur demande une petite tâche par rapport à la vidéo, ils vont être engagés, ils vont peut-être plus le faire. Et deux, mais on va être capable de vérifier peut-être leur compréhension par rapport à ça. Donc, ça peut être un petit questionnaire qu'ils ont à faire, une petite tâche qu'ils ont à réaliser. Donc, peu importe la matière, je pense qu'on est capable de faire des belles activités comme ça. Pour répondre un peu à ta question de tantôt, Andrea, il y a 2 petites façons ici. Donc là, ça dépend ce que tu veux faire exactement. Si tu veux faire quand tu enseignes en classe directement, puis tout ça, ça peut être plus complexe. Mais si tu veux le faire à part, mais avec un partage d'écran, avec ton son, même on peut rajouter ton visage, il y a différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Il y a Loom qui permet de faire des super belles capsules rapidement. Puis ce qui est le fun ici, c'est qu'à la fin de la capsule, tu obtiens tout de suite un lien web que tu partages aux élèves. Par contre, il n'y a pas de montage. C'est en direct. La version gratuite te permet de faire, je pense, c'est 7 minutes, mais une activation gratuite pour les enseignants qui devient l'activation complète. Donc, si tu vas faire l'activation pour les profs, tu as accès à, je ne sais pas quelle limite, là, mais assez pour faire une belle vidéo pour les élèves. Screencastify, je ne l'ai jamais utilisé de mon côté, mais ça ressemble un peu dans le même style que Loom. Je crois aussi qu'à la fin, on reçoit un lien pour envoyer aux élèves. Donc, ça, c'est 2 façons aussi de le faire. Et si jamais tu veux faire un peu plus professionnel, il y a aussi WeVideo. Je sais qu'il y a des enseignants qui l'utilisent et des élèves aussi qui l'utilisent. On a accès à 150 licences payantes. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez essayer, ça vous permet de vous enregistrer autant en partage d'écran que faire après ça un beau petit montage avec tout ça. Donc, si tu veux t'enregistrer en train de lire un livre, ça peut être quelque chose de super parce que, oui, vidéo, ce qui permet de faire, lui, c'est de couper les parties où ce que tu t'es trompé, de rajouter, tandis que l'autre, c'est one shot. Tu commences, puis tu arrêtes, puis tu peux pas faire de montage, tandis que l'autre, tu peux prendre 10 petites vidéos puis les rabouter une à la suite de l'autre. Donc ça, c'est des options qui sont intéressantes. Puis probablement dans les prochaines semaines que je vais offrir encore une fois une soirée où on va pouvoir regarder cette petite capsule-là. Mais si jamais c'est quelque chose un petit peu plus pressant, vous voulez avoir plus d'infos, allez voir les vidéos. Puis si jamais vous avez besoin de plus d'infos, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Donc, ce que je disais tantôt aussi, ça arrive des fois qu'on ne peut pas nécessairement joindre quelque chose à l'élève parce que l'élève est déjà parti à la maison avec ses choses, c'est ses cahiers, c'est ses activités qui sont sur papier. Mais on aimerait peut-être voir ce qu'il a fait, surtout si l'élève est absent plusieurs jours. On aimerait pouvoir corriger son travail, lui donner peut-être des rétroactions par rapport à ce qu'il a fait. Donc, si c'est des choses papier ou des choses, par exemple, si c'était en art plastique que l'élève ne nous l'enverra pas par courriel, si c'est une sculpture qu'il a fait, il pourrait la prendre en photo. Donc, à ce moment-là, dans la section devoirs, je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent déjà, l'élève peut rajouter une pièce jointe. Ce qui est nouveau depuis je pense que c'est juste de la semaine dernière, il y a l'option maintenant sur appareil mobile. Donc, si l'élève utilise un téléphone, un iPad ou s'il y a l'application mobile, parce qu'on peut avoir l'application aussi sur les Chromebooks de Classroom, il va pouvoir prendre en rafale toutes les photos. Donc, s'il y a 6 pages à prendre en photo, il va les prendre les 6 avec l'application, l'option scanner. Et là, il va envoyer juste une pièce jointe. Je sais que l'année passée, je sais que Patrick, des élèves devaient prendre une photo de chacune de ses pages. Donc, lui, s'il y avait 10 pages, il recevait 10 pièces jointes pour chacun de ses élèves.
ce qui fait beaucoup. De cette façon-là ici, si les élèves peuvent le prendre avec leur de toute façon, ils vont prendre souvent leurs photos avec leur cellulaire ou une tablette, c'est plus facile. Donc, l'application Classroom mobile avec l'option scanner permet d'envoyer une seule pièce jointe avec toutes les pages qui sont là. Donc, ici, on voit là, la photo qui présente un peu là, ce que l'élève a à faire. Donc, l'astuce numéro 3, donc là, l'élève, on lui a envoyé le plan de la semaine, on lui a envoyé des devoirs qui étaient quand même assez complets, qui est capable de le faire très bien, qu'il soit en classe ou à la maison. Donc, c'est sûr que s'il est parti juste une journée, c'est moins pire, mais s'il est parti plusieurs journées, on veut essayer d'intervenir dans ses travaux, lui envoyer des rétroactions, essayer de suivre un peu à distance, de garder un lien avec lui. Donc, ça va lui montrer qu'on ne l'a pas oublié. Des fois, ça peut être bon sur l'estime de soi de l'élève. Puis en même temps, bien, nous, on est capable de voir si on a besoin de prévoir peut-être un temps quand il va revenir en classe ou si nos interventions avec lui à distance peuvent être suffisantes. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont prévoir aussi des moments où ils vont faire des rencontres dans leur période libre avec certains élèves s'il y a le besoin, ou d'autres que ça va peut-être être juste au retour qu'on va faire du rattrapage. Donc, chaque milieu, chaque niveau, chaque classe peut être différente. Je ne pense pas qu'il y a eu de ligne directrice à nulle part là, qui obligeait des choses des enseignants. Donc, ce qu'on peut faire avec le travail qui est envoyé dans Classroom par les élèves, c'est sûr qu'à travers les devoirs, on peut communiquer avec les élèves, on peut commenter leurs travaux, on peut les questionner. Donc, si on voit qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas faites ou que c'est pas bien compris, on peut lui envoyer des questions. On peut corriger son travail, autant un travail PDF, un Google Doc qu'une photo qu'il nous aurait envoyée. On peut annoter, donc on pourrait rajouter des petits commentaires et on pourrait lui demander aussi de préciser certaines choses ou nous, on pourrait préciser certaines informations si on pense qu'elles sont peut-être pas bien comprises. Donc, j'ai mis ici, je ne prendrai pas le temps nécessairement de vous montrer tout ça, mais si je peux après, là, on ira directement dans Classroom pour que je vous le montre. Donc, si un élève a travaillé dans un document PDF, donc comment est-ce que vous êtes capable d'apporter des corrections dans tout ça? Évidemment, pour travailler dans un PDF, ça nous prend quelque chose de tactile. Si vous êtes juste à votre ordinateur avec votre souris, pas sûr qu'à la maison que ça soit facile, mais sur le TNI, ça se fait super bien. Si vous avez une tablette iPad ou Android ou peu importe aussi avec l'application Classroom, ça se fait très bien aussi, surtout si jamais vous avez des stylets. De l'autre côté, il y a une petite vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on peut apporter des commentaires dans un document Google. Donc, soit un Google Doc ou un Google Slide, on peut envoyer des commentaires à l'élève. Donc, je ne vous montrerai pas les vidéos, mais je vais aller vous montrer là, directement dans le Classroom si on a la chance de le faire. Donc, je vous disais tantôt qu'on peut communiquer avec l'élève. Donc, directement dans donc, ici à gauche, on est dans un Google Doc. Donc, je peux envoyer directement des questions à l'élève. Donc, on peut faire le style chat. Donc, dès que l'élève est dans le même document que moi, c'est sûr que si on n'est pas là en même temps, ça ne fonctionne pas. Et si l'élève est en même temps que moi dans son document, je peux lui poser des questions et lui peut me répondre ou me poser des questions de son côté. Donc, ici, on voit un petit chat qui se passe ici. Donc, ça, c'est directement pour discuter de certaines choses. Mais on peut aussi commenter dans son document si jamais lui n'est pas là en même temps que nous. De l'autre côté, c'est un petit chat qui s'est fait, mais à l'intérieur de Classroom. Donc, dans le devoir de l'élève, il y a un endroit où il peut nous écrire et nous, on peut lui répondre. Ou nous, on pourrait lui envoyer un message en privé. On peut envoyer un message à un groupe au complet, mais on peut envoyer un message en privé aussi à un élève. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tantôt que j'avais ma bannière de classe, c'était quelque chose qui bougeait. Donc, je voulais juste donner comme information extra, là, si jamais c'est quelque chose qui vous tente d'essayer de faire. Donc, dans la vidéo, ça vous explique tout ce que vous avez à faire. Ce n'est pas très, très compliqué. Donc, c'est une façon peut-être de personnaliser votre classe. Une chose que j'ai vue ce matin, que je trouvais intéressant, je voulais partager. Donc, si jamais ça vous tente de l'utiliser, ça, c'est vraiment pour vous, pas pour vos élèves. C'est toutes les choses qui existent par rapport à Classroom. Donc, on a la partie débutant, intermédiaire, expert pour voir tout ce que je peux faire, qu'est-ce que je connais déjà. Donc, vous pourriez faire justement là, cocher ce que vous savez. Puis, si vous ne le savez pas, puis c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on a les vidéos pour vous expliquer ce que vous avez à faire. Donc, c'est le Centre de services scolaires de Laval. Leur équipe réussit, je pense qu'ils sont une grosse équipe. Ils carburent, eux, à Classroom et font des super belles vidéos.
Donc, si jamais, là, c'est des choses que vous voulez regarder, vous allez pouvoir vous créer, aussitôt que vous cliquez sur ça ici, là, ça vous force à vous créer une copie du document. Donc, à ce moment-là, il va vous appartenir, vous allez pouvoir écrire à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment pour l'enseignant, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans là, qui peuvent être super intéressantes pour vous. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de regarder aussi, il y a d'autres informations, mais ça résume pas mal bien là, ce qu'on a vu dans les dernières minutes. Donc, l'article sur le site web du Récit enseigné en classe et à distance. Donc, pour prévoir que nos élèves, ça se peut qu'ils ne soient pas tous en classe avec nous, comment est-ce qu'on peut s'organiser dans tout ça. Et à la fin, tantôt de la rencontre, si jamais ça vous tente, donc là, soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai eu une demi-formation, je n'ai pas eu encore la suite sur comment créer des badges avec Campus Récit. Donc, il y en a peut-être d'entre vous qui sont déjà inscrits sur Campus Récit, qui est un réseau d'auto-formation avec beaucoup, beaucoup de formations que vous pouvez suivre sur différents thèmes. Donc, si jamais ça vous intéresse de recevoir le badge que j'ai préparé, là, il y a des petites choses, je pense, qui me manquent à quelque part. On dirait à la fin que vous êtes dans une spirale sans fond. Ça vous pose tout le temps la même question, mais si vous avez bien fait et que ça fonctionne comme j'espère, vous allez recevoir à peu près dans 1 à 2 minutes un courriel avec votre badge. Donc, vous allez avoir une question à répondre par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire ça tantôt, là, ceux qui ne sont pas inscrits encore à Campus Récit, vous pouvez vous créer votre compte. Vous pouvez vous créer le compte à partir de votre adresse en créant à partir de Google ou Office. Ça ne dérange pas un ou l'autre, mais l'important, c'est que vous preniez toujours la même façon pour vous connecter. Sinon, si vous vous connectez avec les deux, à un moment donné, vous n'aurez pas accès à tous vos badges. Donc, c'est une petite parenthèse, si jamais ça vous tente d'aller chercher ça tantôt. Puis si jamais ça ne fonctionne pas tout, je vais essayer de rectifier le tir, mais je pense que ça fonctionnait. OK, on va essayer de répondre à quelques petites questions qu'on avait tantôt. Donc, pour Chantal, si on va dans la section travaux et devoirs, et qu'on va créer un devoir. Quand tu viens sur le plus ici, tu peux rajouter un Google Doc directement. Donc, tu n'as pas besoin de créer ton Google Doc dans ton Drive. Automatiquement, tu crées un devoir, tu pèses ton plus, tu vas créer ton Google Doc. Là, ce que ça va faire, ça va tout l'ouvrir. Je l'avais déjà vu à quelque part. Tu te rappelles plus. C'est là, c'est ça. C'est beau, merci. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de le nommer. Éventuellement, il va changer de nom ici. Et là, ce qui est important, si tu veux que les élèves écrivent à l'intérieur, ne pas oublier faire une copie par élève parce que sinon, ils vont tous écrire dans le même texte ou ils vont juste pouvoir regarder dans tout ça. Merci. Donc, ce que je vous disais tantôt, donc là, je vais aller essayer de trouver quelque chose. Donc, si je m'en vais dans un des devoirs, donc j'ai mes élèves, je peux aller voir chacun des devoirs des élèves. Je pourrais aller, si j'ouvre son devoir, je peux aller lui écrire un commentaire. Je pourrais noter là, si c'était terminé. Je pourrais lui écrire un commentaire ici. Donc, à ce moment-là, lui, quand il va aller dans son devoir, il va voir qu'il a reçu un commentaire. Si jamais, là, c'est juste mes instructions, là, mais c'était le texte de l'élève, je pourrais lui écrire un commentaire dans son texte. Donc là, j'ai un commentaire pour le texte au complet, mais là, on va dire que je suis en train de corriger son texte. C'est un texte que je vais aller voir s'il est capable de conjuguer ses verbes ou peu importe. Et là, supposons qu'il aurait fait une erreur ici, mais je pourrais choisir le mot dans lequel il a fait une erreur et je pourrais lui écrire un petit commentaire. Donc, je peux lui suggérer des choses, je peux apporter des modifications dans son texte ou je peux lui faire directement un commentaire à côté. Et ça que je vous disais tantôt, moi, j'ai déjà installé l'extension Mote. Donc, si je voulais lui envoyer le commentaire directement à l'oral, je pourrais cliquer sur le M. Vous vous connectez toujours à partir de votre compte Google, ce n'est pas un problème. Donc, ça fait plusieurs choses à activer au début, mais quand vous allez l'avoir fait pour une fois, les autres fois, vous n'aurez pas besoin de le faire.
Donc là, je vais retourner dans le devoir de l'élève. Donc, à chaque fois que je peux lui envoyer quelque chose avec mode, je vais toujours avoir le petit M mauve qui va apparaître. Bon, ça s'en vient. Donc, je pourrais écrire quelque chose ou je pourrais enregistrer ma voix. Donc là, on le voit que j'ai juste 30 secondes. J'en ai pas plus long. Quand c'est bon, je peux juste faire ça. Et là, automatiquement, le lien apparaît là. Et là, je peux le publier pour l'élève. Ça, c'est l'élève 2. Donc, l'élève aurait juste à réécouter ce que vous lui avez envoyé. Donc, ça peut être fait aussi dans les consignes. Donc, je pourrais, dans les instructions, je pourrais faire la même chose. J'aurais pu rajouter ici ou je pourrais rajouter un commentaire au cours en mettant un petit audio ici. Ou je pourrais, l'autre chose que je vous disais tantôt, Talk and Comment, quand vous l'installez, il vient s'installer ici à droite. Même chose. Celui-là ici, je n'ai pas nécessairement vu de limite à ce que vous pouvez donner. Je me suis déjà rendue jusqu'à 1 minute 30 puis ça fonctionnait encore. Quand vous avez fini de parler, vous pesez sur la petite flèche et là, vous avez un lien. C'est ce lien-là que vous allez copier-coller à l'endroit de votre choix. Et là, l'élève va juste avoir un lien à cliquer pour pouvoir écouter ce que vous lui avez envoyé. Okay, j'ai retrouvé l'élève 2. Je vais vous montrer de son côté qu'est-ce que l'élève voit. Donc, l'élève peut voir le commentaire privé que je lui ai envoyé et il voit aussi le commentaire que j'ai envoyé à tout le groupe. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Quand je vais dans le devoir de l'élève, dans la partie à droite, ce que j'envoie ici, c'est directement à lui. Donc, disons que cet élève-là a été absent aujourd'hui. Je pourrais aller ici, lui écrire un message et si c'est un élève qui utilise le courriel, mais il va recevoir un courriel aussi pour savoir que je lui ai envoyé un message dans Classroom. Donc, lui, il a juste à cliquer, ça va l'ouvrir au bon endroit en Classroom. Même chose pour l'élève. Si l'élève m'envoie un message à partir de Classroom, je suis notifiée par courriel. Autant s'il m'écrit à travers un de ses textes, de ses travaux, que s'il m'écrit directement par Classroom. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je suis toujours notifiée, à moins que vous ayez promené vos notifications, là, parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas ça, recevoir les notifications de tous leurs cours. Donc, ça se peut qu'il ait dit qu'il ne voulait plus en recevoir. Donc, à ce moment-là, peut-être, ce serait important de les réactiver parce que c'est une façon pour vos élèves de pouvoir communiquer avec vous.